À Rome, Jean-Paul II adresse dans sa bénédiction Urbi et Orbi son message de paix, l'Irak dans les prières du Saint-Père qui a surmonté sa fatigue pour la fête pascale. Le débat sur le port du foulard pourrait être relancé. Nicolas Sarkozy à la tribune de l'Union des islamistes de France s'est fait huer, mais discours de fermeté, pas de transgression aux lois de la République. L'énigme du Grand Bornand. Depuis une semaine, la disparition de toute une famille préoccupe les inspecteurs. Le promoteur immobilier interdit de gestion, sa compagne et leurs 3 enfants restent introuvables. Gérard Depardieu parle publiquement de sa foi à l'occasion des fêtes de Pâques. Il évoque ses relations avec Dieu qui inspirent sa carrière d'acteur. Ce métier de comédien, il le vit comme une profession de foi, comme un prêche. Madame, Monsieur, bonsoir. En ce dimanche de Pâques, Jean-Paul II, devant des dizaines de milliers de fidèles rassemblés sur la place Saint-Pierre, a lancé un appel à la paix en Irak et au Proche-Orient pour éviter l'affrontement entre culture et religion lors de la traditionnelle bénédiction Urbi et Orbi à la ville et au monde. Dans ses prières, un vibrant plaidoyer pour que le peuple irakien prenne en charge son avenir. Isabelle Stess, Dominique Merlin. En dépit de son immense fatigue, c'est un pape étonnamment combatif qui a présenté ses vœux en 62 langues devant des dizaines de milliers de fidèles. Sainte fête de Pâques, que pour vous, ce mystère soit source de bonheur et de paix profonde. Inébranlable dans sa détermination. Après avoir célébré la messe de Pâques, Jean-Paul II, qui s'était opposé fermement à la guerre en Irak, s'est lancé avec vigueur dans un long plaidoyer pour la paix. Pace in Irak. En souhaitant que les Irakiens puissent reconstruire eux-mêmes leur pays avec l'aide internationale. Le pape, qui craint toujours un affrontement entre culture et religion, a également consacré ses prières à la Terre Sainte. Je pense qu'il peut avoir du poids, oui, et qu'il a raison de vouloir dire aux gens qu'invoquer Dieu pour faire la guerre, c'est pas la bonne chose, quoi. Courageux le pape et généreux. Au terme d'une semaine pascale éprouvante, Jean-Paul II ne faiblit pas. Certes, il se déplace en fauteuil roulant, il lui faut un trône mobile pour accéder à l'hôtel et des cours d'orthophonie pour améliorer sa diction. Mais à 83 ans le mois prochain et bientôt 25 ans de pontificat, le pape affiche une volonté à toute épreuve. Après une pause de 8 mois dans ses déplacements à l'étranger, Jean-Paul II a pu célébrer en relative bonne forme toutes les cérémonies de Pâques. Le pape reprendra ses voyages en commençant par l'Espagne, début mai. Il pourrait même se rendre en Mongolie au cours de l'été. Et à Bagdad, la communauté chrétienne célébrait depuis ce matin dans une ambiance d'après-guerre les fêtes de Pâques, avec l'espoir que les diversités religieuses soient acceptées. Sous le régime de Saddam Hussein, les chrétiens ont été protégés sans doute parce qu'ils ne représentaient aucun danger pour l'ancien dictateur. Aujourd'hui, ils craignent une prise de pouvoir par les chiites. Reportage, Patrick Fandiot, Guillaume Fautra. On pourrait croire l'église sous bonne garde, mais elle accueille juste ce matin des fidèles qui ne passent pas inaperçus dans cette tenue du dimanche. Des Marines américains qui viennent célébrer la résurrection du Christ dans cette communauté chaldéenne, membre de la minorité chrétienne, à peine 5% de la population irakienne. Une messe de Pâques qui se tient grâce à la bienveillance d'un groupe électrogène de fortune. Dans ce quartier populaire de Bagdad, il n'y a toujours pas d'électricité, une semaine après la fin de la guerre. La guerre, la paix de l'après-guerre, le prêtre en a beaucoup parlé, avant de demander la communion des cœurs et des esprits, après le fracas des bombes. Oui, c'est un symbole de paix, notre présence dans cette église. C'est la continuité de ce que nous avons fait pour libérer l'Irak et reconstruire le pays. Sous Saddam Hussein, les chrétiens se sentaient juste tolérés, se plaignaient de discrimination, mais au moins, ils savaient à quoi s'en tenir. Sœur Martine, religieuse française qui vit avec eux, craint l'après-Saddam et un éventuel pouvoir islamiste. Qu'il y a un gouvernement islamique, c'est évident, parce que c'est la majorité. Donc ce sera un gouvernement islamique, mais que ce ne soit pas un islamiste politique, ce soit quelque chose de suffisamment modéré pour qu'ils arrivent à respecter toutes les minorités. Les chrétiens irakiens veulent maintenant se voir reconnaître les mêmes droits que leurs concitoyens musulmans. Le droit par exemple à l'enseignement biblique dans certaines écoles. Ils espèrent faire entendre leur voix dans ce climat d'après-guerre marqué par un début de surenchère religieuse.
Au même moment, les pèlerins chiites continuent d'affluer vers Kerbala, la ville sainte. Ils seront des dizaines de milliers à se retrouver pour la commémoration de l'une des fêtes religieuses les plus importantes du calendrier chiite. Un pèlerinage jusque-là encadré ou interdit pendant près d'un quart de siècle par le régime. En chemin sur la route de Kerbala, nos envoyés spéciaux Dominique Derda, Jean-François Monnier. C'est un martyr que commémore Kerbala, celui d'Hussein. Pas Saddam bien sûr, mais l'imam Hussein, le petit-fils du prophète Mahomet, assassiné ici même il y a 13 siècles. Pour les chiites, la ville depuis est un lieu saint vers lequel chaque année ils convergent par centaines de milliers, on dit même par millions. Pour la première fois depuis la disparition du président irakien, ils sont libres d'exprimer leur foi comme bon leur semble. Alors ils se bousculent aux abords des mosquées. Et pour expier leurs fautes, inlassablement, ils se frappent la poitrine. Une transe collective interdite par le régime d'hier, une démonstration de force pour une communauté si longtemps opprimée. Ce que nous voulons maintenant, c'est la démocratie, pas uniquement pour les chiites, mais aussi pour les sunnites et les chrétiens. Depuis l'arrivée des premiers pèlerins, pas un soldat américain dans les rues de Kerbala. Leur présence apparaîtrait comme une provocation, alors ils restent cantonnés aux abords de la ville. D'ailleurs, les autorités religieuses n'ont qu'une hâte, les voir quitter l'Irak au plus vite. Si les Américains, à l'avenir, voulaient faire de notre pays l'une de leurs colonies, nous serions prêts à sacrifier nos vies pour défendre notre indépendance. Bien plus qu'un pèlerinage religieux, le rassemblement de Kerbala est avant tout pour la majorité chiite l'affirmation de son identité. Ici, religion et politique ne font qu'un. Après l'effondrement du régime de Saddam Hussein, nombreux sont les chiites qui déjà réclament l'instauration d'une république islamique. L'Amérique se recueille en ce dimanche de Pâques et c'est sur une base militaire du Texas que George Bush a choisi d'assister à la messe pascale dans cet État où 7 anciens prisonniers sont rentrés au pays accueillis en héros. Bernard Lebrun. C'est en famille que le président George W. Bush a fêté ce dimanche de Pâques au Texas, en compagnie de son épouse Laura, mais aussi de sa mère Barbara et de son père George Bush. On ne les avait pas revus ensemble depuis le début de la guerre en Irak, considérée aussi comme une seconde guerre du Golfe. À la sortie de l'office religieux, le couple présidentiel a posé avec 2 des 7 prisonniers américains rentrés cette nuit d'Allemagne. Il s'agit des 2 pilotes d'hélicoptère Ronald Young et David Williams, dont l'appareil Apache avait été abattu selon la télévision irakienne par ce paysan avec ce simple fusil de chasse. Interrogé sur l'hostilité croissante des Irakiens contre les forces américaines stationnées à Bagdad, voici ce qu'a répondu le président. Je ne suis pas inquiet. La liberté est une belle chose. Et quand les gens sont libres, ils expriment leurs opinions. Et vous savez, ils ne pouvaient pas exprimer leurs opinions avant que nous arrivions. Maintenant, ils peuvent le faire. Bannière étoilée au vent, assis sur le toit d'un énorme avion Galaxy, c'était hier soir sur une autre base texane. Le retour au pays des 7 prisonniers dont le groupe des 5 qui accompagnait sur le terrain la célèbre soldat Jessica Lynch. Dans cette attaque, 9 de leurs camarades avaient été tués au combat. Les États-Unis qui dépêcheront demain l'administrateur provisoire de l'Irak. Il s'agit du général Jay Garner, jusque-là basé au Koweït. Il prendra ses nouvelles fonctions avec une équipe de 400 personnes, demain donc dans la capitale. À Bagdad, celui qui se présente comme le gouverneur de la ville et qui s'est autoproclamé jeudi dernier, cet homme tenait une conférence de presse aujourd'hui. Mohamed Soubedaï affirme avoir été élu par des dignitaires religieux et des délégués de différentes tribus, avec l'approbation, dit-il, des États-Unis. Il évoque la constitution d'un modèle de démocratie sans pour autant imaginer un futur gouvernement. Et en direct de Bagdad, nous vous retrouvons Gérard Grisbeck. Ces derniers jours, vous avez pu vous entretenir avec des anciens responsables du régime. En sait-on davantage sur Saddam Hussein et sur l'état d'esprit de ces membres du Parti basse qui ont tenu le pays pendant 30 ans? Oui, c'est vrai, j'ai pu finalement apprendre que, peut-être vous vous souvenez, le jour de la chute de Bagdad, les Américains ont bombardé une mosquée, la mosquée de Daminiya, et on pensait qu'à l'époque, à l'intérieur se trouvaient simplement des fédayines. Et bien maintenant, on est quasiment sûr qu'à l'intérieur se trouvait Saddam Hussein qui priait
Et donc je ne suis pas sûr que les Américains le savaient parce qu'ils ont juste détruit une partie de la mosquée, ils n'ont pas tout détruit. Et c'est vrai que petit à petit maintenant les informations arrivent. On sait par exemple que Tarek Aziz est très malade, qu'il a eu 2 infarctus et que sans doute son état de santé est encore plus difficile aujourd'hui. Et puis on a surtout appris des choses sur l'état d'esprit, et je dois dire que l'état d'esprit non pas du cercle dirigeant premier, parce que celui-là on ne peut pas le voir, il est en fuite, mais l'état d'esprit du 2e cercle, je dirais, c'est-à-dire des gens qui sont autour de Saddam Hussein mais un peu plus loin, qui le voyaient quand même régulièrement. Eh bien pour eux c'est un sentiment de colère, ils considèrent qu'ils ont été lâchés par Saddam Hussein, ils parlent de honte, et c'est vrai qu'ils nous disaient encore ce matin que l'armée n'avait pas combattu parce que l'état-major lui-même s'était enfui autour de Bagdad, il était replié dans des écoles, et lorsque les officiers sont allés prendre les ordres, eh bien il n'y avait plus personne. Et finalement ce qu'on peut dire ce soir, c'est que ceux qui ont résisté à l'arrivée des Américains, bien, ce sont les villes chiites du sud et les villes sunnites, c'est-à-dire les villes les plus proches du pouvoir, comme Bagdad, comme Tikrit, la ville du président, ou comme Samarra, ce que les gens appellent ici les villes gâtées du régime. Eh bien, ces villes-là n'ont pas combattu, elles ont laissé faire les Américains. Donc c'est un sentiment de dépit et de colère qu'on retrouve ici maintenant chez les anciens dirigeants du régime. Merci Gérard Grisbeck. Partons à présent pour le nord, dans la région de Kirkouk, où un charnier a été découvert, d'innombrables monticules de terre qui laissent à penser que des victimes du régime de Saddam se comptent par centaines dans ce seul périmètre. Mais les interprétations divergent. S'agit-il de victimes kurdes ou de soldats irakiens? On n'est pas près d'avoir la réponse. Reportage Aubry Edler, Vincent Lejeune. On le remarque à peine. Il faut rouler à travers les champs de blé pour, en s'approchant, discerner les tombes. 4 hectares de terre ordinaire, 2200 corps y seraient ensevelis, sans un nom, sans un signe, pour raconter leur histoire. Ce cimetière anonyme est sur le terrain de la caserne de la première armée irakienne. Au loin, on aperçoit l'une des maisons d'Ali Hassan Majdid, l'oncle de Saddam. Fervent artisan du massacre d'Al-Abja, on le surnomme Ali le chimique. Assez d'éléments pour que la rumeur du charnier enflamme les esprits. Ces villageois, voisins tout proches, réfutent d'emblée l'idée d'une tuerie de masse. Ils n'ont rien vu, rien entendu, mais ils savent. Ces tombes, dit-il, abritent des soldats irakiens inconnus, tombés lors du conflit avec l'Iran. D'ailleurs, il va nous le prouver. Avec son ami, ils entreprennent de déterrer un corps pour nous convaincre qu'il n'est pas civil. À main nue, il s'attaque à une tombe. La vérité n'en sortira pas. La profanation est interrompue par l'arrivée d'un membre de l'Union patriotique kurde et de son escorte armée. Changement de ton et d'ambiance. Celui-ci parle aussitôt de génocide. Il est sûr que reposent ici des femmes et des enfants du Kurdistan. La conviction est la même, les preuves toujours aussi inexistantes. Tout à coup, notre villageois, interrogé par les squats kurdes, se souvient qu'en effet, il a vu une nuit de 1988, à cet endroit précis, des véhicules militaires. Un va-et-vient suspect, mais jusqu'à la chute de Saddam, personne ne pouvait s'approcher de cette zone. Les palabres achevées, chacun rentre chez soi, laissant à tout cela le mystère de leur mort. On comprend de mieux en mieux les difficultés qu'auront les Américains à réellement pacifier le nord de l'Irak. Rivalité politique, antagonismes ethniques. Pour l'instant, dans cette région, la seule loi en vigueur est celle de la Kalachnikov. Après l'émotion et l'indignation suscitées par le pillage du musée d'archéologie de Bagdad au British Museum de Londres, qui possède l'une des plus belles collections d'art sumérien, le conservateur dit son inquiétude et espère une coopération pour préserver ce patrimoine culturel inestimable. Des archéologues pourraient être envoyés en Irak pour sauvegarder ces collections inestimables. Arnaud Miguet. C'est certainement ici, à Londres, au British Museum, que la mémoire de l'Irak est la mieux préservée après le pillage du musée d'archéologie de Bagdad. Depuis le début de la guerre, le nombre des visiteurs dans ces galeries consacrées à la Mésopotamie n'a cessé d'augmenter. Car le British Museum a la plus importante collection d'art antique irakien, hors d'Irak, la plus importante tout court, peut-être aujourd'hui. Pour les conservateurs, ce qui s'est passé à Bagdad est une tragédie. Pour le moment, il est extrêmement difficile d'évaluer la nature des dégâts. Ce qui s'est passé est vraiment atroce. Une visite dans ces galeries donne une idée des merveilles de l'art irakien. Ces taureaux à visage humain, exemple de l'art assyrien du IXe siècle avant Jésus-Christ. Ces bijoux ou ces casques en or,
Bref, autant d'objets précieux, autant de pièces qui font partie du patrimoine de l'humanité. Les Britanniques ont été les premiers à faire des recherches archéologiques en Irak dès 1840. Et depuis, nous entretenons d'excellentes relations avec nos collègues irakiens. Nous avons aidé à créer ce musée et nous n'avons jamais cessé de collaborer avec les Irakiens. Les conservateurs du British Museum sont volontaires pour prêter main forte à leurs collègues du musée de Bagdad, pour les aider et sauver ce qui peut l'être encore. Deux événements marquants aujourd'hui en Chine. D'abord, les autorités ont sanctionné le ministre de la Santé et le maire de Pékin pour avoir mal évalué l'épidémie de pneumopathie atypique et en fournissant de nouveaux chiffres revus considérablement à la hausse, le gouvernement fait rarissime annule les fêtes du 1er mai par souci de prévention. Reportage à Shanghai de nos correspondants Philippe Rochaud, Sylvain Guillaume. Il est devenu incongru de ne pas porter de masque à l'aéroport de Pékin et tout le monde ici obéit aux nouvelles consignes. Les Chinois se doutaient bien que les chiffres des victimes de la pneumopathie étaient sous-estimés, mais ne pensaient pas qu'on arriverait à 340 cas avérés uniquement pour Pékin, 10 fois plus que le dernier bilan officiel. Hier, les compagnies chinoises demandaient à leur personnel de ne pas mettre de masque pour ne pas faire peur aux passagers, mais aujourd'hui, tout le monde en porte. L'inquiétude de Pékin tranche avec l'insouciance de Shanghai, où officiellement 2 cas ont été recensés. Difficile à croire, mais l'Organisation mondiale de la santé s'attaquera demain à ce nouveau bastion. Alors ici, les nouveaux chiffres des victimes sont pris à la légère et le port du masque est peu répandu. Ah, les masques. À la télé, ils ont dit que si vous n'aviez pas, comme les médecins, un masque de plusieurs épaisseurs étanches, ça ne servait à rien. La Chine est grande, dit cette pharmacienne. Plus d'1 milliard d'habitants. Il y a toujours des gens qui meurent de maladie. Alors on n'a pas peur, on ne met pas les masques. Le nouveau bilan de la pneumopathie fait surtout reculer les hommes d'affaires étrangers qui devaient inaugurer demain le salon de l'auto de Shanghai. Les Chinois sont à présent soumis eux aussi à des contraintes quand ils se déplacent dans leur pays. On évite de prendre l'avion ou d'aller dans d'autres villes, sauf si c'est vraiment nécessaire. Mais ensuite, il faut déclarer à l'entreprise et on peut se retrouver en quarantaine. Au vu de ces chiffres alarmants, le pouvoir chinois a décidé d'une mesure radicale, la suppression de la semaine de congé du 1er mai, afin d'éviter le déplacement de quelques 300 millions de personnes susceptibles de répandre le virus un peu plus dans le pays. Et à Singapour, près de 2500 personnes sur un marché réservé aux grossistes ont été placées en quarantaine pour une période de 10 jours après avoir diagnostiqué hier un cas de SRAS. L'actualité en France, la question du foulard islamique pourrait être relancée. Nicolas Sarkozy, hier à la tribune du rassemblement de l'Union des organisations islamiques de France, a été hué alors qu'il affirmait que selon les lois de la République, les femmes pour leur papier d'identité devraient fournir des photos nu-tête. Un discours qui a donc suscité de très vives réactions. Nicolas Sarkozy devait s'y attendre. L'a-t-il fait volontairement? Rien en tout cas n'a entamé son discours. Reportage Alban Mikosi, Eleanor Gay, Mathieu Birden. Rien ne justifierait que les femmes de confession musulmane bénéficient d'une loi différente pour la carte nationale d'identité. En réaffirmant l'interdiction du port du voile sur les photos d'identité des femmes musulmanes devant une assistance aussi religieuse, Nicolas Sarkozy s'attendait à être sifflé. Il avait même préparé sa réaction. Un ami, mes chers amis, c'est quelqu'un qui dit la vérité. Ce n'est pas quelqu'un qui se laisse impressionner parce qu'une minorité proteste dans une salle. Le message s'adresse avant tout à l'UOIF qui incarne souvent les revendications les plus identitaires parmi les musulmans. En rappelant la loi, Nicolas Sarkozy vise aussi ceux qui soutiennent plus ou moins discrètement les jeunes filles voilées dans les lycées. Deuxièmement, cette déclaration intervient une semaine pile après l'élection du Conseil représentatif du culte musulman. Parmi les élus, certains auraient voulu que la loi tolère davantage le port du voile. Nicolas Sarkozy leur répond déjà, c'est non. Monsieur Sarkozy est cohérent avec ce qu'il annonce depuis le début de l'islam dans le cadre du respect des lois de la République. Les musulmans ont répondu que toutes les lois ne sont pas toujours bonnes et qu'on allait en discuter, mais que tant que les lois seraient là, ils s'y soumettraient, parce que de toute façon, ils sont français, ils se soumettent aux lois françaises. Et surtout, Nicolas Sarkozy compte sur l'écho que cet incident va générer. Une immense majorité des musulmans français ne pratiquent pas et elle se passera volontiers d'une querelle de religion. Et puis l'opinion publique
partage très largement son avis. Ouvrir soi-même ce débat sur le foulard islamique, c'est une bonne manière d'en fixer les limites. À Bormes-les-Mimosas, Jacques Chirac et son épouse assistaient ce matin à la messe de Pâques sous un ciel d'orage. À l'extérieur de l'église, une nuée de parapluies. Les vacanciers n'ont pas été découragés par le mauvais temps. Alexandre Cara, Vincent Bouffartigue. Les cieux n'étaient pas vraiment cléments et pourtant, ce dimanche pascal, c'était bien la foule des grands jours dans la petite église de Bormes-les-Mimosas. Alors, regain de ferveur religieuse? Pas du tout. En fait, les badauds étaient d'abord là dans l'espoir d'une apparition. On m'a dit qu'il y avait Jacques Chirac qui venait, donc voilà, je l'attends. Juste pour voir M. Chirac. Vous êtes de Genève. Et ça fait bien de voir le président de la République en vrai, voilà. Il arrive. Et oui, voilà le président. L'occasion pour notre jeune groupie, non seulement de le voir, mais en plus, c'est inespéré, de lui serrer la main. Bonjour madame. Bonjour messieurs. Séance de photos traditionnelle, peu importe la pluie, le sourire lui est au beau fixe. À l'entrée de l'église, c'est un peu la cohue. Bien sûr, il y a les vénards, ceux qui l'ont embrassé, touché, photographié, et ceux qui, décidément, n'ont pas de chance. Mon appareil est en panne, figurez-vous. Les piles n'étaient pas rechargées, donc on n'a pas pu prendre de photos. Pour la moitié des fidèles, l'office se déroule debout, pour certains sur les marches de l'église. Tout le monde n'apprécie pas. Vous repartez déjà? Ah bah oui, attendez. Il y a plein de monde, on peut même plus avancer, sortir de ce truc-là. On peut pas. C'est épouvantable. Allez, on y va. Devant l'église, les curieux se sont regroupés, tous attendent le paroissien du jour. Bonne fête de Pâques. La pluie a cessé, le président en profite pour faire durer le bain de foule, un plaisir visiblement partagé. Mais pour aujourd'hui, la messe est dite, alors... Politique française, un an après le choc du 21 avril, comment les électeurs de gauche qui ont vu leur candidat éliminé au premier tour de la présidentielle réagissent-ils à ce traumatisme? Parole de militants, Élie Lançon. Résultat du premier tour de l'élection présidentielle. Stupeur chez les socialistes. Lionel Jospin n'est pas au second tour. Jean-Marie Le Pen semble devoir être le second avec 17% des voix. Les militants sont effondrés, écœurés. Tu auras tout fait, me jette comme un chien comme ça. Ils ne sont pas au bout de leur surprise. Dans la foulée, Lionel Jospin annonce son retrait. J'assume pleinement la responsabilité de cet échec et j'en tire les conclusions en me retirant de la vie politique après... L'extrême droite devant la gauche, Chirac réélu. Un an après, le traumatisme est toujours là chez les militants socialistes. Est-ce que vous vous êtes remis de la claque du 21 avril? Oui, non, comment vous faire, il faut le subir, il faut le supporter. Moi j'ai l'impression qu'on en sort très mollement, trop mollement. J'ai pas une impression follement optimiste de la gauche en ce moment. Pour les dirigeants du parti aussi, cette élection garde un goût amer. J'ai beaucoup de regrets en fait par rapport à la campagne, par rapport à la dernière année de gouvernement, par rapport surtout à Lionel Jospin, parce que je pense qu'il avait l'étoffe pour être un président de la République. Des regrets d'autant plus vifs sans doute qu'aujourd'hui encore, le PS se sent orphelin. Et ceci nous amène à nous interroger sur l'après-Jospin. Quel paysage pour une gauche aujourd'hui divisée ou peut-être affaiblie? Lionel Jospin qui confirmait la semaine dernière son retrait de la vie politique. Pour autant, l'ancien Premier ministre reste présent dans les esprits, mais aussi sur la scène médiatique à petite dose. Jean-Baptiste Prédéli. Inutile de chercher Lionel Jospin parmi les militants socialistes du canton de Sainte-Gabelle. S'ils se réunissent, c'est pour parler de leur prochain congrès et écouter ceux qui viennent défendre leur motion, comme ce jour-là Vincent Payon, du nouveau Parti socialiste. Lionel Jospin, lui, a rejoint une section parisienne du PS. En Haute-Garonne, on parle de lui avec respect, mais au passé. C'est un type que j'admirais, qui était d'une très grande intégrité morale, qui en politique me réconciliait avec la politique, parce que Mitterrand, bon, il avait quand même quelques faiblesses du côté de la morale, et lui justement pas. Et bon, son côté austère, tout ça au contraire me rassurait. Nous sommes dans une autre époque, il faut essayer d'améliorer ce parti socialiste pour qu'il devienne véritablement un parti de gouvernement. Car le 21 avril 2002 marque au PS le début d'un feuilleton Jospin. Premier temps, la critique,
Elle vient d'une ex-ministre, Marie-Noëlle Lienemann, lors de l'université d'été du parti. Au PS, on désapprouve. Et Lionel Jospin, lui, reste silencieux. Silencieux mais pas absent. Une visite dans une université américaine. À Paris, parmi les anciens premiers ministres de gauche rendant hommage à Pierre Mendès France. Pas d'intervention publique, à une tribune près dans Le Monde. Pas d'intervention jusqu'au 13 avril. Là, Lionel Jospin prend position. Au prochain congrès du PS, il soutiendra François Hollande. J'ai dit que je voterais sa motion parce qu'il me paraissait être celui qui était le plus susceptible de rassembler. Lionel Jospin l'a annoncé, il n'ira pas à Dijon le 16 mai pour le congrès du PS. De cet absent, pourtant, tout le monde devrait parler. Et demain, l'émission Complément d'enquête de Benoît Duquesne sera entièrement consacrée au 21 avril, un an après. L'occasion de dévoiler ce sondage qui sera plus largement détaillé. Si la présidentielle avait lieu aujourd'hui, la présence de Jean-Marie Le Pen pourrait se reproduire. Oui à 69%. Ce cas de figure serait impossible pour plus d'un quart des personnes interrogées. Sondage réalisé par Ipsos pour France 2. Au Grand Bornand, l'énigme de la disparition d'une famille dont on est sans nouvelles depuis 8 jours. Les enquêteurs s'interrogent, toutes les pistes sont explorées. Où est passé Xavier Flactif, promoteur immobilier interdit de gestion ces derniers temps? Pas de traces de sa compagne ni de ses 3 enfants. Yvan Martinet, David Fossard. Victime ou en fuite? Xavier Flactif, son épouse, Grégory, Sarah et Laetitia, leurs enfants, sont toujours introuvables. Dans ce chalet où vivait la famille, les enquêteurs de la gendarmerie scientifique inspectent chaque centimètre carré. Ils n'excluent aucune piste, mais s'intéressent de plus en plus au passé trouble de Xavier Flactif. L'un de ces chalets a été incendié il y a quelque temps. On a trouvé à une autre reprise de l'essence qui avait été dispersée autour d'un autre chalet. Ce sont des éléments aussi que l'on met en parallèle avec tout ce que l'on récupère actuellement. Un chalet est incendié, une réputation sulfureuse. À Chinaillon, l'entrepreneur immobilier ne faisait pas l'unanimité. Installé en Haute-Savoie depuis quelques années, cet Antillais multipliait les transactions immobilières au nom de sa femme. Ce complexe de chalets, c'est lui qui l'avait fait construire. Mais les affaires, semble-t-il, n'allaient plus si bien. Il avait déjà un petit problème d'argent, je pense. Et puis un peu assez fêtard. Un peu... Pas très, je veux dire, par rapport aux affaires qu'il avait, il se laissait un peu aller, on va dire. Enlèvement ou fuite, les traces laissées par les cartes bleues et le téléphone portable de la famille devraient bientôt permettre d'en savoir plus. Nous vous en parlions dès hier dans notre journal. La Française détenue à Dubaï depuis plus de 6 mois pour avoir eu des relations sexuelles hors mariage. Cette jeune femme est arrivée aujourd'hui en France accueillie par sa famille. On imagine l'émotion de celle qui fut d'abord plaignante avant de devenir accusée. Fanny Auvergne, Nabila Laïb. Touria Tchouli vient juste d'arriver chez sa mère et l'appartement ne désemplit pas. Sa famille et ses amis se succèdent pour accueillir celle qu'ils attendaient depuis si longtemps. 6 mois qu'elle était retenue par la justice à Dubaï. Oui, je suis arrivée, oui. J'arrive pas encore à réaliser que je suis partie de là-bas encore. Je suis perdue pour l'instant. Il faut du temps pour moi. Touria n'en dira pas plus. Impossible pour l'instant de parler de la nuit du 15 octobre dernier. Elle affirme avoir été violée par 3 Émiriens. Eux prétendent qu'elle se prostituait. La justice de Dubaï décide alors de l'assigner à résidence à ses frais. Quand on m'a envoyée en prison, j'ai compris qu'ils allaient m'accuser de ça. C'est moi qui étais pour déposer plainte et je me suis retrouvée 1 semaine en prison. Et tout le rapport qui a été tapé a été changé. Touria avait promis de raconter en détail toute l'affaire dès sa sortie du territoire émirien. Mais elle le fera dans quelques jours. En Seine-et-Marne, un taux anormal de dioxine produit par un ancien incinérateur serait à l'origine de cancers suspects. Le maire de Massy a décidé de porter plainte. Reportage Nicolas Châteauneuf, Alexandre Renard. Aujourd'hui, Pascal Coffinet marche d'un pas décidé. Il y a quelques jours, Madame le maire de Massy, un petit village de 1750 habitants, a porté plainte contre X au nom de sa commune pour blessure involontaire et mise en danger d'autrui. Voilà, l'ancienne usine qui a fort pollué était sur ce site. Bon, maintenant, il n'y a plus rien. Il y a encore quelques mois, se dressait ici cet incinérateur d'ordures. Pendant 26 ans, 45 000 tonnes y étaient traitées chaque année. Mais voilà, les analyses effectuées aux environs ont révélé un taux de dioxine 2200 fois supérieur à la norme.
Alertés, les médecins de la région ont enquêté et recensé parmi leurs patients 9 cas de cancer très rares, liés par certaines études à la dioxine. J'ai fait exécuter des analyses de dioxine dans les œufs de mes poules et dans mon sang. Bon, nous avons un taux, au niveau sanguin, qui est à peu près 3 fois celui de la population française. Dans le village, l'initiative de Madame le maire est en tout cas le sujet principal de discussion et les avis sont partagés. J'ai commencé à 14 ans à travailler dans les champs, et ça en face. Alors je serais morte depuis quand même. Ça fait une quinzaine d'années que j'écris à la DRIR, partout, et qu'on n'a jamais répondu. Enfin, je vais pouvoir avoir un petit peu une réponse à toutes mes questions. Mais la polémique ne s'arrête pas là, car à quelques mètres de l'ancien site se construit déjà une toute nouvelle usine d'incinération, 3 fois plus importante, mais dont la mairie de Mincy se serait vraiment bien passée. Avec les vacances de Pâques, les touristes sont au rendez-vous en Bretagne. Le beau temps qui règne depuis 1 mois et demi sur la région n'est pas étranger à ce succès. Un succès dont bénéficient en particulier les îles bretonnes, réputées pour leur tranquillité. Olivier Sioux, Gabriel Camilla. C'est un signe qui ne trompe pas. Sur le bateau ce matin, il y avait du monde, beaucoup de monde. Mais voyez-vous, c'est aussi la magie d'une île bretonne. Il suffit de s'enfoncer un peu dans Bréa pour ne plus croiser que de temps à autre ces visages entreaperçus sur la vedette. Et ça, on en redemande. Des petits jardins clos, des choses comme ça, donc je trouve que c'est typique aux îles bretonnes en fait. C'est très calme, pas de voiture. Donc ça c'est appréciable aussi, ouais. Il y a ceux qui sont là le temps d'un dimanche ensoleillé, et puis il y a les fidèles de toujours. Prenez Caroline et sa sœur, elles viennent ici depuis qu'elles sont toutes petites. Bréa, non, elles ne s'en lassent pas. On est dans un esprit complètement différent que si on était effectivement à 10 km, mais pas entouré d'eau. Sur le continent. Là, on est bloqué en fait, on est vraiment... Il y a une coupure spatiale et temporelle. Oui, plus prosaïquement, étonnez-vous après cela que les îles aient fait le plein à Pâques. Guerre en Irak, marée noire du prestige, pneumopathie, autant de raisons de se replier vers la Bretagne. Et si déjà les Parisiens font leurs valises, les commerçants, eux, font leur compte. Nous, on travaille à Bréa beaucoup avec les résidents secondaires, les Parisiens surtout. Et c'est vrai que là, ils sont repartis. Il y a déjà eu des départs hier et ce matin. Mais on travaille beaucoup avec les Parisiens et là, il y a eu beaucoup de monde. Et puis Pâques, c'est souvent l'occasion pour les touristes de repérer les lieux en vue des grandes vacances. Alors, rien que pour notre copine la Mouette, promis. On reviendra, ça c'est sûr. C'est tellement beau. Les frères Schumacher ont surmonté leur peine pour courir le Grand Prix de Formule 1 de Saint-Marin. Ils ont appris ce matin le décès de leur mère qui était dans le coma depuis plusieurs jours. Michael Schumacher qui signe sa première victoire de la saison. Florent Gautreau. Les dents serrées et le regard perdu, Michael Schumacher a bien du mal à retenir ses larmes. Elle est si futile, cette victoire, au regard du drame familial qu'ont vécu les frères Schumacher ce week-end. Mais Ralph et Michael ont tenu à courir, unis dans la douleur, adversaires sur la piste où ils s'élancent en première ligne. Ralph devant Michael, c'est le scénario jusqu'au 15e tour. Mais malgré un arrêt au stand de moins que son aîné, le pilote Williams doit céder. Commence alors le récital de Michael Schumacher qui retrouve son statut de leader en ce dimanche si particulier. Barrichello, lui sur l'autre Ferrari, a bien failli rater le podium à cause d'un ravitaillement chaotique. Fou furieux, le Brésilien repart sur la piste bien décidé à reprendre la 3e place à Ralph Schumacher. C'est chose faite après une manœuvre magnifique. 5e victoire à Imola pour Michael Schumacher devant Kimi Raikkonen qui est toujours en tête au classement du championnat du monde. C'est le retour au premier plan de l'aîné des Schumacher, un retour dans la douleur. En football, suite de la 34e journée du championnat de Ligue 1, Monaco a battu Strasbourg grâce à des buts de Dado Perso et Chamali Londa. À 4 journées de la fin du championnat, les Monégasques reprennent ainsi la première place du classement devant Lyon. À l'occasion des fêtes de Pâques, Gérard Depardieu a décidé de parler publiquement de sa foi, des relations avec Dieu très présentes, très vivaces. L'acteur dit vivre son métier comme un prêche. Isabelle Béchler. Gérard Depardieu était un invité de marque inattendu du Jour du Seigneur aujourd'hui. Depuis une audience avec Jean-Paul II, voilà 3 ans, le comédien s'attachait à la lecture de Saint-Augustin. Il en a déclamé des extraits des Confessions à Notre-Dame de Paris, à côté de l'écrivain André Mandouze. Je cherchais quel objet donner à mon amour. C'est à aimer que j'aimais.
Il y a des gens qui ont presque peur de leur foi, où ils pensent que la foi c'est la prière ou une demande. C'est pas ça. On a tout dans la vie, tous les gens vous apportent la foi. Même ceux qui vous regardent avec un regard même ceux qui ne vous aiment pas. Faisant un coming out religieux qui en a surpris plus d'un, le comédien va jusqu'à considérer que faire son métier est un acte de foi. L'acte de foi, c'est celui-là, finalement c'est comme un prêche, si on veut. C'est le prêche dit par le mot d'un autre. En tout cas, moi je le vis comme un prêche. Quand on joue Cyrano, c'est aussi un acte de foi, Cyrano de Bergerac. N'importe quel personnage, que ce soit Titus de Bérénice, que ce soit Pyrrhus, que ce soit même... Il y a quelque chose, à partir du moment où vous faites une déclaration d'amour, c'est aussi un acte de foi. Après les classiques de la littérature française, Gérard Depardieu s'attaque donc aux grands textes de la doctrine catholique, à des années-lumière d'Obélix, des valseuses ou de tenues de soirée. Sorti mercredi prochain sur les écrans d'un thriller au suspense angoissant, Corps à corps, un film pour lequel Emmanuel Seigné a dû apprendre le langage des signes pendant plusieurs mois et qui lui a redonné le goût du cinéma. Pascal Deschamps, Bernard Connor. Corps à corps fait partie de ces films qui ne nous facilitent pas la tâche. Raconter l'histoire serait priver le spectateur du plaisir de la découverte. Sachez simplement que ça commence comme un conte de fées avec le coup de foudre d'un riche inconnu pour une belle stripteaseuse. L'accident terrible qui va la laisser couverte de cicatrices et sourde n'y changera rien. Marco installe Laura chez lui jusqu'au jour où elle découvre que les apparences sont trompeuses. Je peux avoir accès au dossier de mon accident? Il n'y a pas eu d'accident, Jean. Vous plaisantez? Laura a été internée plusieurs fois en hôpital psychiatrique. Vous comprenez? Moi, quand j'ai lu le scénario la première fois, je me rappelle, je devais aller dîner et j'étais super en retard. Je lisais et j'arrivais pas à arrêter. Je voulais savoir ce qui allait se passer. C'est vrai que c'est très... c'est bien foutu. Il se trouve qu'elle lit le scénario et que la première chose qu'elle vous renvoie alors que vous êtes un inconnu, c'est une envie d'y aller. Et ça, finalement, quoi de plus fort, quoi. La photo, c'était toi, j'en suis sûre. Et le prénom, c'est le même. Justement, c'est ça qui est absurde. Je comprends pas pourquoi tu m'aurais menti, je comprends rien. Sur les traces de Laura, le spectateur va découvrir peu à peu une machination diabolique. Thriller psychologique convaincant, ce premier film français n'a pas eu peur de chasser sur des terres hollywoodiennes. Dans ce rôle de poupée brisée, obligée de se battre, Emmanuel Seigné est formidable. Dans l'émotion, il y a quelque chose d'unique chez elle, quoi. Il suffit de regarder ses yeux, il suffit de voir comment elle prend en charge toute cette histoire, c'est fabuleux. C'est une belle aventure. Moi, je pense que c'est peut-être, pour le moment, la plus belle chose qui m'est arrivée. Une aventure dans laquelle vous vous laisserez mener sans effort par le bout du nez. Très très fort. Ainsi se termine ce journal. Dans un instant, la météo, Isabelle Martinet. 20h55, l'ombre d'un soupçon avec Harrison Ford. 0h45, le dernier journal Lève Métais. Demain à 7h40, dans les 4 vérités, Gérard Leclerc reçoit Pierre Moscovici. 13h, le journal présenté par Daniel Bilalian. 20h, David Pujadas. Je vous remercie de votre attention et on termine avec ces images du concert de Paul McCartney à Barcelone. Il sera diffusé ce soir, ce concert, à 23h15 sur France 2.